Voilà, nous démarrons ce bulletin d'information avec cette maladie mystérieuse qui sévit à Thiaroye-sur-Mer et d'autres localités même du pays. Un échantillon de 10 patients parmi les plus symptomatiques a fait l'objet d'un prélèvement sanguin et PCR Covid-19. En plus du dosage de la calcémie, l'équipe du district de Mbao a effectué une descente au poste de santé de Thiaroye-sur-Mer. Alassane Ba a parcouru pour nous le rapport d'investigation. L'interrogatoire des patients révèle qu'il y aurait des cas similaires dans les maisons, mais également partis en mer. Pour le moment, on ignore les causes de cette maladie mystérieuse, mais les patients révèlent qu'ils auraient été contaminés au contact de l'eau de mer. Ces pêcheurs, âgés de 13 ans à 46 ans de sexe masculin, sont originaires de Saint-Louis, Diogo Fass-Boy et Thiaroye-sur-Mer. Ils présentent des lésions dermatologiques variées siégeant au visage, aux extrémités et parfois au niveau des organes génitaux externes. Le rapport d'investigation révèle que le premier cas âgé de 20 ans est reçu en consultation il y a 7 jours, c'est-à-dire le 12 novembre dernier. Il présentait comme symptomatologie éruption cutanée vasiculeuse non généralisée, tuméfaction du visage, sécheresse des lèvres et rougeur des yeux. Pour le moment, aucun cas grave n'a été signalé. L'équipe du district de Mbao, composée du médecin-chef de district, du point focal surveillance et d'un technicien de laboratoire, a fait une descente au poste de santé de Thiaroye-sur-Mer. Le dermatologue venu en appoint a fait un examen et un résumé de la situation. On peut noter après hypothèse diagnostique eczéma aigu, Covid, varicelle, syndrome pied, main, bouche. Un traitement à base d'antihistaminique, d'antibiotiques de pommade, de bétadine dermique, antalgique et antipyrétique a été institué selon le tableau clinique. Le rapport indique qu'un échantillon de 10 patients parmi les plus symptomatiques a fait l'objet d'un prélèvement sanguin et PCR Covid-19, en plus du dosage de la calcémie. Le ministre de la Santé, venu s'enquérir de la situation, a décidé après concertation de transférer les patients mis en observation au centre de santé de Sikap Mbao pour une meilleure prise en charge en attendant les résultats. Les autres patients sont isolés au niveau du poste de santé de Thiaroye-sur-Mer. Le département de Rufisque enregistre aussi 170 cas répartis entre les districts sanitaires de Rufisque 120 et Diamniadio 50. C'est une annonce du gouverneur de Dakar, Alassane Sall. Le ministère de la Santé surveille de près cette situation pour éviter cette maladie. Abdoulaye Diouf, pour éviter plutôt toute évolution grave de cette maladie. Abdoulaye Diouf Sarr, que je vous propose d'écouter. Le centre antipoison et toutes les institutions qu'on a ici au niveau médical en termes d'investigation seront à votre disposition. Avec bien sûr comme point focal Madame la Directrice de la Santé, mais naturellement sous le couvert de Monsieur le Secrétaire Général qui va effectivement mettre en mouvement donc l'ensemble des services du ministère de la Santé. Et je suis persuadé que c'est idem pour les autres ministères, parce que le point d'entrée au plan technique étant les secrétaires généraux. L'autre élément aussi, c'est la prise en charge. Dans les propos, il y a des personnes qui étaient parties d'ailleurs dans les maisons et qui sont revenues quand ils ont senti que la prise en charge était optimale. Ça veut dire que nous devons effectivement relever le défi de la prise en charge. Et monsieur le gouverneur de Dakar ne peut pas faire la prise en charge avec ses doigts. Il doit faire la prise en charge avec des moyens. Donc nous devons effectivement, là aussi, nous mettre à sa disposition, si jamais des moyens qui sont à notre portée, à notre son, sont, je l'ai dit, demandés par lui. La santé, en tout cas, est en train d'opérer à la prise en charge. La direction de l'action sociale aide, mais les autres ministères aussi, en fonction de la demande de M. le gouverneur, pourront apporter leur concours sur donc, les domaines qui leur sont spécifiques. En tout cas, les habitants de Thiaroye-sur-Mer tirent la sonnette d'alarme et ils invitent les autorités à identifier et trouver immédiatement des solutions. C'est un reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Les premiers signes de cette mystérieuse maladie se manifestent au niveau du visage, des yeux larmoyants, chez les pêcheurs qui reviennent de la mer, qui voient leurs parties intimes touchées. La psychose s'installe à Thiaroye-sur-Mer. La méfiance est désormais au rendez-vous. La course à la protection est relancée.
C'est inquiétant. Maintenant, il faut se protéger, rester à la maison, à la descente, éviter même de se serrer la main, car nous ne savons pas s'il y a risque de contamination. Je ne peux pas avoir un esprit tranquille, car tous les jours, mon père et mon grand frère vont en mer. Ce n'est pas facile de l'éviter. Nous méconnaissons cette maladie. Toutefois, respecter les gestes de sécurité comme nous le faisions avec la Covid-19 est mieux. Chercham est un menuisier métallique. Dans son atelier, ses apprentis ont compris le mot d'ordre du chef des lieux. Pendant ce temps, les pirogues restent à quai. À mon arrivée, les enfants sont sous mes ordres. Ils savent qu'ils sont ici pour travailler. Et à la descente, chacun rentre chez lui. Personne ne sait encore ce qui se passe avec la maladie. Les autorités doivent aider les populations à trouver des solutions pour stopper cette maladie. Les habitants de Thiaroye tirent la sonnette d'alarme. Ils invitent les autorités à identifier la maladie et trouver des solutions idoines. Nous avons demandé à nos jeunes de ne pas aller en mer pendant 3 jours pour voir l'évolution de la maladie. Nous constatons que seuls ceux qui étaient en mer sont contaminés. Une maladie aujourd'hui encore très mal connue. Les conséquences sont variables d'un patient à l'autre. Elles peuvent être handicapantes au niveau du corps ou même des parties génitales. À Thiaroye-sur-Mer, 231 patients sont atteints de cette maladie méconnue. Aspect de l'actualité, le corps sans vie d'un Français dans un état de décomposition très avancé à la morgue de l'hôpital de Bourg. La communauté française sur la Petite Côte dénonce la négligence du consul général de la France et du service social. Elle veut une autopsie dans les plus brefs délais. Ils interpellent l'ambassadeur de la France. On voit cela dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Presque 2 mois, un corps sans vie pourri à la morgue de l'hôpital de Mbour. L'expatrié français décédé le 23 septembre à son domicile à Salignac-Niakhal attend une autopsie pour être enterré. Malheureusement, après la réquisition du procureur pour une autopsie, le seul médecin légiste de Mbour n'était pas sur place. D'ailleurs, ce dernier est revenu le week-end dernier et l'autopsie n'a toujours pas eu lieu. Selon la communauté française de la Petite Côte, le consul général et le service social sont au courant de cette situation, mais ils ne se sont jamais déplacés pour voir. Et le consul honoraire de Saly est absent du pays. D'ailleurs, le consulat est fermé. Il n'y a qu'un numéro pour gérer les urgences. Selon la communauté française de la Petite Côte, il y avait plusieurs possibilités de faire autopsie si le consul général de France ou le service social était déterminé. Selon eux, les autorités françaises pouvaient dépêcher un médecin légiste à Mbour ou transporter le corps sans vie de ce Français de 70 ans à la morgue de l'hôpital principal afin de pouvoir faire une autopsie. Ces Français résidant sur la Petite Côte se désolent du comportement du consul, du service social et du consul honoraire. Ils interpellent l'ambassadeur de France, Philippe Lalliot, afin de faire la lumière sur Politique à présent avec la cérémonie d'installation du président du Conseil économique, social et environnemental, occasion saisie par Idrissa Seck pour apporter quelques rectifications sur des propos relatifs à sa nomination par décret. Le nouveau président du CSE a aussi profité de cette tribune pour démentir tout licenciement auquel il aurait procédé dès sa nomination à la tête de l'institution, dit Saprera. C'est au rythme de l'hymne national que le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental a été installé. Dans une salle comble, Idrissa Seck a tenu à être clair sur certains points suite à sa nomination et aussi certaines interrogations. S'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Autour de la polémique qui a accompagné le licenciement de la DRH et du DAF de l'institution, le président du CES a aussi tenu à apporter des explications. Pour lui, pas question de se lancer dans un audit de son prédécesseur. Les gens disent que j'ai licencié certaines personnes. Je voudrais dire qu'ici,
on ne fait rien qui n'est pas conforme avec les textes. Je devais recevoir un document qui fait l'état des lieux de l'institution et la personne préposée ne l'a pas fait. Alors, j'ai informé qui de droit qui m'a demandé de faire ma propre situation de référence. C'est ce que j'ai fait. Je ne fouille pas la gestion de mon prédécesseur. Je ne suis pas là pour cela. Mieux, Idrissa Seck promet aux conseillers et au personnel de l'institution de tout faire pour améliorer leurs conditions de travail. Je veillerai pour ma part, et avec le soutien de tous, à ce que les conditions de travail du personnel, comme celles des conseillers, soient telles que vous finirez par préférer les lundis aux samedis. Dans l'urgence, le tout nouveau président s'engage avec l'institution à réfléchir et à proposer des solutions sur des questions telles que l'immigration clandestine, l'emploi des jeunes, l'érosion côtière et la gouvernance énergétique. Aminata Touré n'a pas tardé à apporter la réplique à Idrissa Seck qui l'accuse de n'avoir pas fait l'état des lieux. L'ancienne présidente du CSE dément catégoriquement son prédécesseur dont il regrette l'absence à la passation de service car selon elle, tous les documents sont informatisés et stockés dans le logiciel de l'institution. Aminata Touré intervenait dans l'édition spéciale de la TFM hier au micro de Abdoulaye Cissé. Je pense que le problème, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé. Et les procédures ont beaucoup évolué. Les procédures désormais sont informatisées. Alors, ce qui malheureusement s'est passé, 2 jours après mon départ, on a interdit aux principaux cadres, notamment le directeur administratif et financier, le directeur des ressources humaines, d'entrer dans les locaux du Conseil économique. Et en bon fonctionnaire, ils l'ont d'ailleurs fait constater par huissier. Heureusement, au moment où je vous parle, mon ancien directeur administratif et financier, qui est un fonctionnaire de l'État, est en train de faire la passation avec le nouveau directeur administratif et financier. Ça, on aurait pu le faire il y a quelques jours. Le directeur des ressources humaines aurait fait le point également. Parce que maintenant, on travaille en ligne. Nous avons des logiciels de gestion que moi-même j'ai mis en place. On ne travaille plus maintenant avec des papiers. Le point a été fait, le nombre de rapports ont été faits, tout est sur place. Et comme j'ai dit, malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de faire une passation directe. Mais s'il avait autorisé tous ces cadres à venir, il n'y aurait pas eu de problème. Mais malheureusement, il y a eu ce que je considère comme une chasse aux sorcières prématurée qui n'était pas nécessaire. Parce que c'est des agents qui partent et qui retournent dans leur administration. Nous avons eu même des agents normaux qui faisaient leur travail, qui ont été arrêtés. Ce n'est pas cet esprit qui doit commander la gestion de nos administrations. Ce sont des... Mais quand on n'a pas travaillé pendant longtemps, je peux comprendre qu'il y ait quelques difficultés à comprendre les nouveaux processus. Les processus sont automatisés maintenant. C'est des machines. Et puis retenez que le président Macky Sall a reçu ce jeudi le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le programme décennal de lutte contre les inondations. Le document a été remis au chef de l'État par Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, qui a conduit la délégation. Et puis avant de passer à l'actualité internationale, Irène Mingasson s'est prononcée sur les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, un accord qui, selon elle, n'est pas nouveau et soutient la bonne gouvernance du secteur. Ces propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté et Younous Diatta. C'est un problème ou c'est un sujet qui nous concerne évidemment tous parce que nous voyons que le fléau de la migration irrégulière, la tentation qui est faite à des jeunes, en particulier au Sénégal, de tenter ce voyage perdu d'avance, si je peux le dire, dans la plupart des cas, perte de temps, perte de beaucoup d'argent, quelquefois, souvent, trop souvent, perte de vie, tentés par des réseaux de trafiquants, parce que ce sont finalement eux qui ouvrent ces possibilités. C'est un fléau que nous devons combattre tous ensemble et qui nous concerne tous au niveau individuel, au niveau des pays, au niveau des politiques, au niveau de tous les acteurs. Et bien sûr, l'Union européenne est au cœur du Sénégal à travers un partenariat multiforme qui concerne à la fois le développement d'opportunités pour les jeunes au Sénégal. Ces accords de pêche ne sont pas une nouveauté. Ils existent depuis longtemps. Je voudrais dire d'ailleurs aussi qu'un accord de pêche, si vous en avez entendu parler, c'est parce que c'est bien un accord de pêche et c'est le seul avec le Sénégal et l'Union européenne
qui est parfaitement transparent et public. Vous avez accès à l'accord de pêche qui est en vigueur actuellement et vous aurez accès à celui qui va donner suite et qui devrait, si le Sénégal le signe, être signé dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, on peut rentrer dans le détail, mais en gros, ce que je voudrais dire à cet égard, c'est que c'est un accord qui vise à soutenir la bonne gouvernance. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, et direction l'Ouganda. Avec cette tuerie, 16 personnes ont emporté le chanteur candidat Bobi Wine arrêté, c'est ça? C'est ça, cela s'est passé à Kampala, donc 16 personnes ont été tuées en 2 jours de heurts déclenchés par une énième arrestation du candidat à la présidentielle de janvier 2021. L'annonce de ces personnes mortes est de Bobi Wine, le très populaire chanteur ougandais. Selon lui, le bilan est désormais de 16 morts et 45 blessés, certains grièvement. L'artiste est d'ailleurs arrêté par la police. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre s'adresse à la jeunesse ivoirienne lors de la remise du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ahmed Bakayoko déclare que la place des jeunes, c'est au travail et non dans les rues. Le gouvernement aura en charge leur employabilité. Nous l'écoutons. Nous avons vu des jeunes manipulés, des jeunes dans la rue. La place des jeunes, c'est qu'au travail, et notre responsabilité, c'est de leur donner des opportunités de travail. Et ainsi, depuis des années, vous donnez une opportunité à ces jeunes. C'est concret. C'est 2 millions, 3 millions, 5 millions par jeune pour avoir une entreprise, pour démarrer une entreprise qui va prospérer. En tout cas, je vous félicite et je vous engage à continuer. Aux jeunes lauréats, je vous félicite. Je vous félicite d'avoir cru en vous. Pour réussir, il faut croire. Il faut d'abord croire en soi. Il faut croire en son pays. Et il faut croire en une valeur essentielle, qui est la valeur qui permet l'émergence en tout genre et en tout lieu, c'est la valeur travail. Conflit en Éthiopie. Le pouvoir poursuit coûte que coûte son opération contre le TPLF au pouvoir dans le Tigré, une opération qui serait entrée dans sa phase finale. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, dans le même temps, la police éthiopienne continue ses coups de filet et affirme avoir arrêté 287 personnes suspectées de lien avec le Front de libération du peuple du Tigré. Au Maroc, le consul général de France à Tanger, Denis François, a été retrouvé mort à la résidence du consulat. La triste nouvelle a d'abord été annoncée sur un site d'information marocain en fin de matinée avant d'être confirmée par un tweet de l'ambassade de France à Rabat. Une enquête est ouverte par le parquet. Elle est actuellement menée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Le président français, dans ses œuvres à l'égard de l'islam, il a reçu les dirigeants du culte musulman. Ils lui ont présenté à sa demande les grandes lignes d'un conseil national des imams chargé de labelliser l'imamat en France, a indiqué l'Élysée. Plus de détails avec Mohamed Sam. Depuis son discours contre le séparatisme et l'islam radical début octobre, et surtout depuis l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, Emmanuel Macron a accentué sa pression sur les instances dirigeantes de l'islam en France pour lutter contre l'influence étrangère, la radicalisation et l'islam politique. Ce mercredi soir, Emmanuel Macron recevait non seulement le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, et Shamsidine Hafiz, recteur de la mosquée de Paris, mais également les représentants des 9 fédérations qui composent le CFCM. Le Conseil des imams proposé par les représentants du culte musulman pourra labelliser les imams et leur donner une carte officielle, mais il pourra aussi leur retirer l'agrément en cas de manquement à une charte des valeurs républicaines et à un code d'éthique qu'il devra élaborer. La charte, a demandé le président Emmanuel Macron, devra affirmer la reconnaissance des valeurs de la République, préciser que l'islam en France est une religion et pas un mouvement politique, et stipuler la fin de l'ingérence ou l'affiliation à des États étrangers. Mohamed Sam, merci. Le plus haut responsable militaire de l'Australie a admis ce jeudi l'existence de preuves crédibles établissant que ses forces spéciales avaient tué illégalement au moins 39 civils afghans et non combattants après la publication d'une enquête menée pendant des années. Un récit signé par Farening.
Au peuple afghan, au nom de la force de défense australienne, je présente sincèrement et sans réserve mes excuses pour tout acte répréhensible de la part des soldats australiens, a déclaré le général Angus Campbell. Certaines patrouilles ont fait fi de la loi, des règles ont été enfreintes, des histoires inventées, des mensonges racontés et des prisonniers tués. Les 25 membres des forces spéciales accusés de méfaits dans 23 incidents ont laissé une tache sur le régiment, sur les forces armées et sur l'Australie, a-t-il ajouté, recommandant des poursuites pour crimes de guerre. Ce bilan honteux comprend des cas présumés dans lesquels de nouveaux membres de patrouille ont été contraints de tirer sur un prisonnier afin d'effectuer le premier meurtre dans une pratique effroyable connue sous le nom de blooding, a aussi révélé le général Campbell. Le chef de l'armée australienne a par ailleurs demandé la révocation de centaines de médailles décernées aux forces d'opération spéciales qui ont servi en Afghanistan entre 2007 et 2013. Pour Kevin Rudd, qui était Premier ministre, au nom des faits, les auteurs de ces meurtres doivent être traduits en justice. C'est également l'avis de Braden Champman, un ancien commandant des forces spéciales. Il avait révélé les agissements de certains de ses frères d'armes dans un documentaire diffusé en mars sur la chaîne ABC. Vous ne pouvez pas tirer sur des personnes désarmées et ne pas appeler cela un meurtre. Mais c'est aussi une décision qui divise les soldats ayant témoigné dans le cadre de cette enquête. C'est ce qu'il explique leur avocat Glenn Clomech. Certains de mes clients sont satisfaits, mais ça en perturbe d'autres qui sont fiers de leur passé dans les forces spéciales, de voir leurs unités traîner dans la boue à cause des actions de seulement quelques-uns. Le premier Scott Morrison a lui promis que le gouvernement tirerait toutes les leçons de cette affaire pour que de tels agissements ne puissent jamais se reproduire. Merci. Cher Tidjane, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Mamadou Fall, à Sumbentube. C'était tout également pour cette première tasse actu, un peu plus long que d'habitude. Hein. Normal, voilà. C'est pour faire plaisir aux téléspectateurs. L'information est très fournie, tout comme l'actualité sur le plan national comme sur le plan international. Alors, cher Tidjane, ça peut se comprendre. Te tamit Fall, il faut que ñu bàyyi ko mu wane sañse bi tey moom neexul deret.